Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir Sonia. Bonsoir Laurent. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous sur nos antennes. La France en face, qui recevra des hommes et des femmes politiques de tous bords, de tous horizons, qui tenteront de faire partager aux Français, à vous, leur vision pour le pays, Sonia. Et notre invité ce soir, c'est l'ancien Premier ministre et actuel président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée, Gabriel Attal. Bonsoir. Bonsoir bienvenue. Sonia Mabrouk, bonsoir Laurence Ferrari. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. 4 grands thèmes sont au programme de cette émission. Le besoin de sécurité et de justice des Français, l'entrisme islamiste et les mœurs françaises, l'éducation, évidemment, cela vous tient à cœur, et le niveau à l'école, et puis le budget et l'avenir de la France dans un monde très incertain. L'objectif, Gabriel Attal, étant de cerner votre cohérence politique et idéologique autour de ces grands sujets. Et on commence par la justice, un sujet qui évidemment est un sujet de préoccupation pour les Français. Gabriel Attal, il y a une guerre qui se déroule sur le territoire national, la guerre contre le narcotrafic. Le gouvernement a annoncé une lutte implacable contre les narcotrafiquants. Et on a appris cette semaine qu'à Vendin-le-Vieil, un détenu, parmi les plus dangereux de France, un narcotrafiquant, avait obtenu un permis de sortie pour une journée. Est-ce que l'on peut déclarer sans rire que l'on fait la guerre aux narcotrafiquants ainsi ? Vous savez, moi, comme tous les Français, je suis bouleversé par les drames que notre pays a eu à connaître ces dernières semaines, par la mort de ce jeune homme, de ces jeunes hommes, par le courage incroyable de cette famille, de cette mère, de ce frère. Et même si je respecte par principe toujours les décisions de justice, comme tous les Français, en voyant certaines situations, je me dis qu'on marche sur la tête. Vous êtes choqué. Mais surtout, comme beaucoup de Français, je crois, je me dis que la guerre des mots, que les déplacements ministériels au bout de la première minute avec de grandes déclarations, et je le dis d'autant plus que j'y ai participé, j'ai été membre du gouvernement jusqu'à il y a 1 an et demi, en fait ça ne suffit pas et ça ne suffit plus. Mais ça sert à rien ? Je ne dis pas que ça sert à rien. Ce que je dis, c'est que les Français ont le sentiment, et je les comprends, de voir toujours le même film qui se reproduit. Il y a un drame, il y a des déplacements, il y a des mots qui sont toujours de plus en plus durs. Vous savez, moi, depuis 1 an et demi que j'ai quitté le gouvernement, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé notamment sur cette question. J'ai rencontré beaucoup de personnes, je me suis déplacé à l'international aussi, parce que c'est un enjeu qui frappe beaucoup de pays dans le monde et en Europe. Et j'ai acquis un certain nombre de convictions. Et notamment, j'ai acquis une conviction, c'est qu'en matière de sécurité, sur ce sujet, mais sur les autres périls en matière de sécurité qui menacent notre pays, il y a évidemment la question du narcotrafic, il y a la délinquance des mineurs, il y a l'entrisme islamiste. Sur tous ces sujets, sur la sécurité, le « en même temps » ne peut pas fonctionner. C'est intéressant que cela vienne de vous, Gabriel Attal. Vous l'avez appliqué, théorisé. Je l'applique avec l'humilité de celui qui a été aux responsabilités pendant un certain nombre d'années au gouvernement, avec la lucidité aussi de quelqu'un qui, dans les différentes fonctions qu'il a occupées, notamment à l'Éducation nationale et à Matignon, a cherché à déployer une ligne de grande fermeté sur ces questions et sur l'autorité. Autour de l'autorité à l'école, autour de l'autorité dans la rue. On y reviendra peut-être sur ces sujets au moment de l'éducation. Et sur la question du narcotrafic, c'est un plan méthodique, coordonné sur tous les leviers qu'il nous faut continuer à actionner et qu'il nous faut amplifier. Il y a un certain nombre de priorités. La première priorité, c'est évidemment la question pénale que vous évoquiez. Renforcer les sanctions pour enfermer les narcotrafiquants. Et qu'ils fassent toute leur peine. Bien sûr. Comme les terroristes. Comme il y a une loi qui vient d'être votée, qui avait été initiée par mon gouvernement à l'époque sur le narcotrafic. Elle permet de renforcer les sanctions pénales. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut que les sanctions, elles soient effectuées. Il faut évidemment poursuivre ce qui a été engagé aussi sur les prisons de haute sécurité. On coupe les narcotrafiquants de toute leur fréquentation à distance. Mais il faut aussi sortir d'un certain nombre d'aberrations. Alors, je vous donne un exemple. Quand vous parlez avec des enquêteurs, quand vous parlez avec des personnes qui sont impliquées dans des affaires de narcotrafic, ils vous disent qu'à cause de notre procédure pénale, on a parfois des aberrations absolues avec des narcotrafiquants qui sont remis en liberté parce qu'il y a une coquille dans un procès verbal ou qu'il y a une erreur de date. Donc la simplification de notre procédure pénale, elle est essentielle. Je propose, on a formulé avec mon parti Renaissance il y a quelques mois maintenant des propositions, je propose de supprimer le juge d'application des peines. Il y a des pays qui n'ont pas de juge d'application des peines. En l'occurrence, c'était un juge d'application des peines pour cette permission, contre l'avis, précisons-le quand même, du parquet et de l'administration pénitentiaire. Ça fait près de 6 mois, puisque c'était en mai, que j'ai présenté avec mon parti Renaissance notre programme sécurité. On propose la suppression du juge d'application des peines. Il y a des pays, je crois le Canada, le Royaume-Uni, qui fonctionne très bien sans, parce que ça revient souvent à rejuger quelque chose qui a été jugé. Les juges, en première instance, évidemment, ils mettent une peine et il faut qu'elle puisse être respectée. Donc il faut aller plus loin sur cette question. Mais enfermer, ça ne suffit pas.
Il y a des pays qui ont les sanctions les plus fortes sur les questions de trafic de drogue. La prison à vie, parfois même la peine de mort. Et pourtant, vous avez du trafic de drogue dans ces pays. Donc c'est sur tous les leviers qu'il faut agir. Attendez, vous placez le curseur jusqu'où? Vous êtes adepte des méthodes fortes? Est-ce que vous avez des pays qui vous viennent en tête? Ce que je vous dis, c'est que des pays qui ont la réponse pénale, les peines les plus fortes, on voit bien, font quand même face à du trafic de drogue. Ça dépend. La méthode Bukele, qui n'est pas vraiment... je pense que personne ne souhaite qu'elle soit adaptée vraiment en France, produit quand même des effets. Évidemment, mais il faudra voir sur le long terme par ailleurs. Mais pour moi, l'assèchement des réseaux, c'est une priorité absolue. J'ai été ministre à Bercy, vous le savez, et vous savez sans doute que les douanes ne sont pas rattachées au ministère de l'Intérieur, mais à Bercy. Donc j'ai été ministre des douaniers. Et je veux leur rendre hommage parce qu'ils font l'essentiel des saisies. Mais on en parle très peu dans les médias. 80% des saisies de stupéfiants en France, c'est nos douaniers qui les réalisent. Et j'ai agi pour leur donner plus de moyens. Je vous donne un exemple. Il y avait à l'époque une grosse entrée de stupéfiants, de cocaïne, qui venait par la Guyane, par les vols Cayenne-Paris, avec le phénomène des mules, c'est-à-dire des personnes qui ingéraient de la drogue, qui étaient ensuite distribuées dans l'Hexagone. On a décidé à l'époque de faire le 100% contrôle. Eh ben, on a divisé par 10 le flux de cocaïne qui arrive par les vols Cayenne-Paris. Il y a les vols, mais et les frontières, monsieur Attal, c'est très intéressant, c'est du bon sens. Vous dites qu'il faut tarir, en fait. C'est le tarissement bien sûr. des produits. On commence donc par contrôler les frontières, peut-être même par les fermer. Mais bien sûr, j'y viens, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'État a toujours un temps de retard sur les narcotrafiquants. Vous bloquez le transfert de stupéfiants par l'avion, ils se déplacent par la mer. Vous augmentez les contrôles dans nos ports pour empêcher que ce soit par la mer, ils viennent par la route d'autres pays européens. Vous mettez en place des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation pour le trafic qui vient par la route, demain ils viendront par des drones. Donc c'est sur tous les leviers qu'il faut continuer à agir. J'avais déployé un plan à 45 millions d'euros pour acheter des scanners supplémentaires pour les douanes, pour renforcer les moyens humains aussi. Et d'ailleurs je le dis en passant, dans le budget actuel, il y a une réduction des effectifs de la douane qui est prévue. Je pense qu'au moment où vous parliez des ambiguïtés ou des incohérences pour les Français, au moment où on déclare la guerre au narcotrafic, on ne peut pas baisser le nombre d'effectifs dans la douane. Donc je déposerai un amendement avec mon groupe pour annuler cette baisse des effectifs qui est prévue pour la douane. Parce qu'il faut de la continuité de l'État en la matière. Et en l'occurrence, j'avais porté un plan extrêmement cohérent sur plusieurs années pour renforcer... Pas de tabou comme la frontière, par exemple. Pour renforcer les moyens. C'est la première fois que vous le dites aussi clairement. Mais je le dis, et je vais vous le dire, Sonia Mabrouk, la frontière européenne en premier lieu. Parce que regardez ce qui se passe. On augmente les contrôles au port du Havre, par exemple. Parce qu'on sait qu'il y a une entrée très forte de stupéfiants par le port du Havre. Aujourd'hui, je crois qu'on contrôle quelques milliers de conteneurs, peut-être un peu moins de 10 000. Il y a 2 millions, je crois, de conteneurs chaque année qui arrivent. Mais on continue à renforcer les contrôles. Ce qui fait que vous avez même des entreprises de fret qui disent il y a trop de contrôles dans les ports français, ça va plus vite d'aller dans un autre port européen, à Rotterdam ou ailleurs, donc on va choisir un autre port. Donc même pour notre compétitivité, c'est mauvais. Si vous n'avez pas une harmonisation au niveau européen, comme c'est en train d'être discuté, des contrôles, vous aurez toujours un moyen que ça rentre, parce qu'ensuite on est un marché commun. Pouvez-vous dire, les frontières françaises et les ports français, on va les sursécuriser, ce qu'on fait. Si l'Europe ne suit pas, vous aurez des stupéfiants qui continueront à entrer par ailleurs. Raphaël, c'est une Française, elle a une question à vous poser sur le narcotrafic. On continue à évoquer cette question-là. Quelles sont les solutions concrètes pour régler les problèmes de narcotrafic ? Voilà, à vous, Gabriel Attal. Alors, si je devais résumer ce que j'ai dit jusqu'à maintenant et continuer, j'ai dit enfermer, renforcer nos sanctions pénales, mais ce n'est pas suffisant, assécher les réseaux. Et je le dis, ça passe aussi par de la coordination internationale, évidemment, avec un certain nombre de pays dont partent la drogue. Lesquels ? La Colombie, le Venezuela, les plus proches de nous. Dubaï, les pays de l'Afrique de l'Ouest, du Golfe de Guinée, du Maghreb, évidemment. Donc vous parlez avec eux, ces pays du Maghreb, déjà qu'avec l'Algérie, on a une crise paroxystique. Vous leur dites les yeux dans les yeux quoi, par exemple ? J'ai vu que le ministre des Affaires étrangères, et je pense que c'est une bonne nouvelle, a fixé dans les priorités de son action de ministre des Affaires étrangères la lutte contre le narcotrafic. Ce qui me semble quand même un progrès. On n'entendait pas auparavant le Quai d'Orsay spécifiquement sur ce sujet-là. Donc évidemment que ça joue. Alors c'est peut-être pas la mesure la plus je ne sais pas si ceux qui nous regardent ou nous écoutent ce soir disent on est rassurés parce que M. Barrot a dit que c'était une priorité je veux dire, moi les bonnes nouvelles, je les prends. C'est-à-dire quand il y a une prise de conscience sur ce sujet-là dans des ministères qui n'étaient pas spécialement engagés sur ce sujet-là, je considère que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, évidemment, il faudra juger sur pièce et il faudra faire en sorte que ça marche. On est sur CNews et sur Europe 1, on a fait un sondage CSA à propos de ce sujet. 72% des Français estiment qu'il faut faire appel à l'armée pour lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers difficiles.
Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution, que c'est le rôle de l'armée? Et sinon, comment faire pour que les habitants de ces quartiers, qui sont véritablement pris au piège, pris en otage par les narcotrafiquants, puissent retrouver une vie normale? Ce ne sont pas des sous-citoyens, ce sont des citoyens à part entière. Bien sûr. Quand vous en parlez avec les armées, avec nos armées, avec les responsables des armées, avec des soldats, ils vous disent notre rôle n'est pas de faire du maintien de l'ordre. Et on se retrouverait dans une situation pour laquelle on n'a pas été formé, peut-être à être une cible avec notre fusil, sans forcément savoir comment réagir, parce que c'est pas notre métier. Maintenant, moi, j'exclus jamais rien par principe, mais je veux d'abord, évidemment, que sur tous les leviers que je viens d'évoquer, sur le renforcement de nos forces de police et de sécurité dans ces quartiers, évidemment, on soit au rendez-vous. C'est un peu facile, je trouve, de toujours dire c'est pas la peine d'aller plus loin sur les autres leviers parce que l'armée va s'en charger. C'est pas leur mission. Ils sont engagés sur un certain nombre de terrains aujourd'hui dans le monde. Ce que traduit pour moi ce sondage, c'est ce que vous disent les Français quand vous échangez avec eux, c'est qu'on a besoin d'un retour de la République dans ces quartiers. Parce que malheureusement, la République s'est beaucoup éloignée de ces quartiers. Donc police de proximité, plus de bleu entre guillemets dans la rue. Présence policière, évidemment, présence d'enquêteurs. Monsieur Attal, qu'est-ce que vous dites aux policiers qui nous regardent et qui vous disent mais on est sous-équipés par rapport à ces narcotrafiquants, ils ont des armes de guerre et nous on est désarmés, on est démunis. Je leur dis que on les envoie au front et là c'est la guerre vraiment, comme l'a dit Laurence. Mais bien sûr, l'assèchement des réseaux. L'emprisonnement des personnes qui organisent ce narcotrafic, ça vise précisément à tarir ce flux et à régler ce problème. Et ensuite, évidemment, qu'on doit renforcer aussi la présence de nos forces de sécurité. Il y a eu des renforcements d'effectifs, notamment à Marseille et dans des communes qui étaient particulièrement confrontées. Mais on voit qu'il faut continuer à aller plus loin, d'où l'importance. La France, parce que c'est Marseille, Nice, Rennes, Nantes. Vous avez raison, et c'est une bascule, mais même, vous savez, dans des sous-préfectures, auparavant, on ne voyait pas ces phénomènes-là. Et on les voit aujourd'hui. Donc on voit que c'est partout. D'où la nécessité d'assécher ces réseaux. Encore une fois, si on laisse rentrer sur notre sol des flux entiers de stupéfiants, c'est sûr qu'ensuite, il y a de la distribution qui se fait. Qu'est-ce qu'on fait avec les consommateurs, Gabriel Attal? L'amende forfaitaire délictuelle est ridicule aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas responsabiliser les consommateurs et les sanctionner plus lourdement? Bien sûr. Alors il y a un enjeu de responsabilisation, vous l'avez dit, d'éducation, de protection aussi d'un certain nombre de jeunes. Objectivement, je disais tout à l'heure que l'État parfois court après le phénomène. On a beaucoup parlé pendant longtemps des points de deal, il y en a encore, on en a démantelé beaucoup. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus besoin des points de deal pour se fournir en stupéfiants. C'est presque plus facile avec une messagerie cryptée ou avec Snapchat de se commander des stupéfiants que d'aller sur un point de deal. Donc quand je fais des propositions très claires et très fermes, comme je l'ai fait sur la régulation des réseaux sociaux, notamment pour les jeunes, évidemment que ça vise aussi à agir sur le consommateur pour limiter la possibilité de consommer. Il y a un enjeu d'éducation ensuite, évidemment, auprès de nos jeunes. Je veux dire, il y a un moment, on ne peut pas considérer qu'un jeune qui part totalement à la dérive, qui devient un consommateur de stupéfiants, il n'y a pas de responsabilité auparavant des familles, de l'éducation et de l'État en matière d'autorité. Éducation, autorité et puis justice, c'est le triptyque. En une semaine quand même, Monsieur Attal, on a eu le meurtre du frère d'Amin Kessassi, qui pourrait avoir été commandité d'ailleurs, semble-t-il, d'une prison à Rennes. Un détenu s'est échappé lors d'une visite au planétarium. On vient de le dire avec Laurence, l'un des 100 détenus quand même, c'est l'un des barons de la drogue qui a eu cette permission et donc in fine certainement une probable remise de peine. Est-ce que vous pensez que la justice priorise les victimes? Et qu'est-ce qu'on peut dire ce soir face au désarroi de ces familles de victimes, du narcotrafic en particulier? Vous savez, quand on perd un enfant, un frère, une sœur, et j'ai eu en tant que Premier ministre, en tant que ministre, à rencontrer des familles qui avaient perdu l'un de leurs proches dans des drames comme ceux-là, en fait, il n'y a aucun mot qui permet d'apaiser la souffrance. Je pense que la seule chose, c'est des moments qui vous prennent aux tripes. Et la seule chose que vous en retirez quand vous échangez avec ces familles, c'est que ça nous donne une responsabilité qui est d'agir, qui est de trouver les solutions, effectivement, pour que ça ne se reproduise pas. Et vous avez raison sur la justice. Moi, je soutiendrai toutes les propositions qui seront faites par le garde des Sceaux pour ce qu'il a appelé la révolution pénale, pour renforcer nos moyens et les sanctions en la matière. Évidemment qu'avec mon groupe à l'Assemblée nationale, on les soutiendra. Et je vais même plus loin. La loi narcotrafic qu'on a évoquée, qui a été adoptée, qui avait été initiée par mon gouvernement, il y a un certain nombre de mesures importantes qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Des mesures qui permettent de s'inspirer de ce qui a été fait dans des pays qui ont beaucoup agi sur ce sujet. Je pense notamment à l'Italie, pour faciliter la captation d'images ou de sons à distance, pour essayer d'avoir une plus grande isolation d'un certain nombre d'actes de procédure dans des enquêtes
pour que l'enquête puisse aller à son terme. Ça va dans le bon sens. Fameux dossier Coff, tout ça va dans le bon sens, ça a été vous l'avez censuré. Dit vous-même, M. Attal, le Conseil constitutionnel l'a censuré. Oui. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, on va y venir, notamment pour la justice des mineurs, que ce Conseil constitutionnel a un rôle bloquant, paralysant pour des réformes importantes et des actions demandées et voulues plébiscitées par les Français? Moi, je considère sur ce sujet et sur d'autres, on viendra peut-être sur la délinquance des mineurs, que s'il y a des mesures qui sont censurées par le Conseil constitutionnel, c'est parce que la Constitution ne permet pas de prendre ces mesures et que dans ces conditions-là, il faut faire évoluer la Constitution, bien sûr, mais évidemment. On ne peut pas considérer que tout doit rester figé alors même que les enjeux évoluent totalement, que les défis évoluent totalement. Et c'est vrai sur le narcotrafic, c'est vrai sur la délinquance des mineurs, c'est vrai sur l'entrisme islamiste. Gabriel Attal, 21h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Évoquons la justice des mineurs. Cette semaine, Sonia Mabrouk a fait l'interview de la maman d'Elias, ce jeune adolescent de 14 ans, poignardé à coups de machette zombie. Voilà tout juste 10 mois dans le 14e arrondissement de Paris par 2 mineurs multirécidivistes qui n'avaient pas le droit de se voir. Il y a eu un dysfonctionnement total dans le système judiciaire qui a amené à ce drame. La maman d'Elias a découvert ce rapport. Elle a voulu en parler avec des magistrats. Ils l'ont traité de populiste et décervelé. Est-ce que vous comprenez ce type de propos? Faut-il sanctionner les magistrats qui ont dit ça à cette maman? Je trouve ça extraordinairement choquant. J'ai rencontré à plusieurs reprises la maman d'Elias. Après le meurtre de son fils, elle avait demandé à me rencontrer parce qu'elle avait eu connaissance des travaux que j'avais engagés pour lutter contre la délinquance des mineurs. Je l'avais reçue avec le papa d'Elias, avec la sœur d'Elias pour échanger avec eux. J'ai vu une famille d'une extraordinaire dignité, d'un très grand courage, qui n'était pas du tout dans une forme de vengeance, mais qui était simplement dans l'envie de comprendre ce qui s'était passé. Parce que oui, il y a eu des défaillances, et qui était dans l'envie de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et que d'autres familles comme la leur ne se retrouvent pas endeuillées par la mort d'un enfant. Je le rappelle, pour une question de téléphone portable qu'on voulait lui voler, il a été attaqué à la machette. Il a même été attaqué avant même, dit Stéphanie Bonhomme, avant même qu'il y ait eu le moindre échange Bien avec sûr. ces agresseurs. C'est manifestement pour lui prendre une gratuité totale. Totale, et avec, je le redis, une machette. Mais vous dites dysfonctionnement. Est-ce qu'il y a eu le dysfonctionnement ou est-ce que c'est le système lui-même qui est une faille? Quand on lit ce rapport qu'a évoqué Laurence, en réalité, c'est une chaîne de dysfonctionnement. Oui. Et la mère parle malheureusement d'une chronique d'une mort annoncée. C'est-à-dire, en réalité, les juges, je ne sais pas, par, on va dire, idéologie ou imprudence, personne ne le saura, eh bien, n'ont pas jugé utile de faire attention à ce que ces jeunes ne se rencontrent pas, malgré une interdiction. Ensuite, les éducateurs n'étaient pas en nombre pour le suivi. Ensuite, le dossier était incomplet pour qualifier de leur dangerosité. Est-ce que vous estimez à ce niveau, Gabriel Attal, que c'est des failles ou est-ce que c'est le système de la justice des mineurs qui est une faille? Moi, je propose de changer notre justice des mineurs. Une révolution? Bien sûr, mais je l'ai proposé... Concrètement quoi? J'avais travaillé un projet de loi en tant que Premier ministre. C'était après le fameux « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies ». Ce projet de loi devait être transmis au Parlement à l'été 2024. Il y a eu la dissolution entre-temps qui, malheureusement, empêchait mon texte d'aller jusqu'au bout. Mais je ne me suis pas arrêté là parce que j'étais plus au gouvernement. Je l'ai proposé en proposition de loi avec des changements extrêmement concrets. Par exemple? Je propose une comparution immédiate pour les mineurs. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Vous avez deux jeunes qui font un cambriolage en récidive. Un qui a 17 ans, un qui a 18 ans. Ils se font attraper. Celui qui a 18 ans, il va pouvoir être condamné et sanctionné tout de suite. Celui qui a 17 ans, ça va mettre parfois jusqu'à 1 an parce qu'il est mineur. C'est totalement incompréhensible. Je propose de mettre fin à l'excuse automatique de minorité. Vous proposez plus précisément une possibilité pour le juge, c'est pas... Alors aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, le juge a la possibilité de ne pas appliquer l'excuse de minorité. Et vous voulez inverser? Moi, je propose l'inverse. Je propose de dire qu'il n'y ait pas d'excuse de minorité, dans les cas évidemment graves, et que le juge puisse éventuellement l'appliquer, mais à condition de le motiver et d'avoir des éléments pour le justifier. Lui laisser la possibilité. Donc ça change, oui, mais ça change totalement, ça change totalement de paradigme. Et ça change les totalement. Français sont d'accord avec vous, Gabriel Attal. Encore un sondage CSA CNews pour Europe 1 JDD. 79% estiment qu'il faut suspendre l'excuse de minorité pour les mineurs qui participent à des crimes graves. Donc j'ai porté cette proposition de loi avec le député Jean Terlier, très bon député du Tarn, très engagé sur cette question-là. Il y a des mesures qui ont été validées par le Conseil constitutionnel, des mesures importantes, notamment sur la responsabilisation des parents. Je vous donne un exemple, parce qu'on parle très peu des parents dans tous ces débats. Vous avez des parents qui sont convoqués par le juge des enfants. S'ils ne viennent pas, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Donc on change la règle pour qu'il puisse y avoir une amende et des sanctions qui soient prises. Sur le couvre-feu pour les mineurs, on a pris aussi un certain nombre de mesures.
Les Français vous approuvent, mais sur le point essentiel qui est la césure dans la justice des mineurs, là c'est un point qui n'est pas abordé. Moi je le dis, si, puisque la césure, c'est ce qui fait que vous avez un mineur qui est reconnu coupable, mais vous attendez pour lui prononcer sa sanction. Ça peut, encore une fois, il peut y avoir une dimension éducative, notamment quand c'est des faits qui sont peu graves, quand c'est la première fois, ça peut être apprécié. Mais moi, ce que je dis, c'est que pour des situations ou des faits qui sont graves, ou alors quand il y a récidive, il ne peut pas y avoir cette césure et il doit y avoir une comparution et une sanction immédiate. Mais c'est aussi un enjeu d'éducation. C'est ça que je propose dans mon texte. Voilà. Et maintenant, avec de courtes peines, rapides, dans des établissements spécifiques ? Alors oui, et notamment, ça je pense qu'il faut même le faire sans attendre qu'il y ait de condamnation. Quand j'étais à Matignon avec mon gouvernement, on avait notamment lancé des foyers pour mettre à l'isolement des jeunes qui partent à la dérive. Ils n'ont pas encore été condamnés. Il peut y avoir des familles des missionnaires, mais il y a aussi des familles dépassées par les événements. Une mère seule qui élève 5 enfants, qui a du mal à s'en sortir, elle peut être totalement dépassée. Et donc, pour des situations où c'est des familles qui sont dépassées et où les parents donnent leur accord, qu'on puisse isoler dans un internat des jeunes. Et on a vu des premiers résultats sur ça. Donc il faut continuer. Voilà, il n'y a pas de baguette magique. Il y en a beaucoup qui expliquent qu'ils régleraient tout à coup de solutions magiques ou solutions miracles. Vous en trouvez toujours dans les médias et sur les plateaux de télévision. Je ne vais pas vous faire du name dropping, mais vous avez des gens qui disent ça. Moi, j'y crois pas. Ce que je pense, c'est qu'il faut une volonté et il faut des mesures très claires. Je viens de vous montrer la volonté que j'ai, mais qui se nourrit d'une action de plusieurs années, notamment au gouvernement, à l'éducation nationale, où j'ai fait du rétablissement de l'autorité une priorité. Et à Matignon, j'avais engagé un certain nombre de chantiers et je continue à me battre sur ce sujet-là. Je pourrais dire, je suis plus aux affaires depuis 1 an et demi, ça ne me concerne plus. Bilan, monsieur Attal, quand même. Oui, mais je pourrais dire, je suis plus aux affaires depuis 1 an et demi, ça me concerne plus. Et puis je vais attendre. Non, je suis là à l'Assemblée nationale à proposer des textes, à proposer des mesures pour aller plus loin. Parce que j'y crois. Parce que je pense que c'est aujourd'hui ce qui pourrit la vie de beaucoup de Français et qu'on peut agir sur le sujet. Est-ce que vous avez le constat lucide, par exemple, sur la délinquance en général? Laurent Nunez, donc actuel ministre de l'Intérieur, a refusé ici même de faire le lien entre immigration et délinquance, affirmant ne pas vouloir stigmatiser. Il ne veut pas mettre, il ne s'agit pas de mettre un signe égal. Y a-t-il un lien entre ces deux sujets et vous? Alors là, on est typiquement dans les névroses politiques françaises que j'ai l'impression de voir depuis que je suis né, ou en tout cas depuis que j'écoute, que je m'intéresse à la vie publique et à la vie politique. Vous avez d'un côté une gauche qui est enfermée dans un logiciel des années 80, multiculturel, et dans un déni qui explique qu'il n'y a pas de sujet, qu'il n'y a pas de problème. Et puis vous en avez d'autres, à l'extrême droite, à droite, qui expliquent, qu'il y a une espèce d'obsession, et qui finalement donnent le sentiment dans leur discours que derrière chaque étranger, ou derrière chaque immigré, ou derrière chaque Français issu de l'immigration, il y a un délinquant en puissance. Ce qui est, je le dis, terrible. Qui le dit ainsi? Vous écoutez certains discours, vous avez l'impression que c'est sujet, verbe. Vous écoutez le Rassemblement national, sujet, verbe, immigration. Et malheureusement, je vois aussi chez LR certains qui tiennent ce discours-là. Vous avez des Français qui sont issus de l'immigration, qui respectent toutes nos lois et toutes nos règles. Et je le dis, qui peuvent se sentir insultés quand ils entendent ce type de discours, et même des étrangers. Vous faites le lien ou pas? Mais moi, je regarde les chiffres. Est-ce qu'il y a une surreprésentation de la population étrangère dans les personnes mises en cause dans des faits de délinquance ou dans nos prisons? La réponse est oui. C'est une réalité. Mais de la même manière que pour la délinquance des mineurs, je l'évoquais un instant, les 13-17 ans, c'est 1 Français sur 20. Et pourtant, c'est 1 Français sur 10 dans les coups et blessures, 1 Français sur 5 dans le trafic de drogue et 1 Français sur 3 dans le vol avec arme. Donc, de la même manière que je vous dis, il y a une surreprésentation des mineurs dans la délinquance aujourd'hui, donc il faut une action spécifique sur la délinquance des mineurs. Le fait est qu'il y a une surreprésentation de personnes étrangères dans les personnes mises en cause et dans nos prisons, et donc il faut aussi des mesures. Et j'en propose avec mon parti. Mais je pense qu'on peut le faire, effectivement, sans être dans une forme d'obsession et sans donner le sentiment, renvoyer des Français à leurs origines en leur donnant le sentiment qu'il y a un délinquant qui se cache à l'intérieur d'eux, ou même des étrangers qui sont en France, qui font vivre notre économie, qui respectent nos lois, qui font du mieux qu'ils peuvent, leur donner le sentiment qu'ils sont des délinquants en puissance. Un téléspectateur qui a une question à vous poser. Comment régler le problème de l'immigration? On l'écoute. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une solution pour stopper le flot d'immigration en Europe? Stopper les flux de l'immigration en Europe. Quelle est votre solution, Gabriel Attal? Moi, je pense que les Français, ce qu'ils reprochent aux politiques qui se sont succédées depuis 10, 20, 30 ans, peut-être même plus, c'est le sentiment qui est donné qu'on ne choisit pas notre immigration, qu'on ne la choisit pas, qu'on ne choisit pas qui entre avec un certain nombre de critères, parce que moi je considère
que c'est pas vrai qu'on pourrait se priver d'immigration. Je pense que c'est ni possible ni souhaitable d'agiter l'idée qu'il pourrait y avoir quasiment zéro immigration comme le font certains. Mais je considère en revanche qu'on doit pouvoir choisir. Et donc ce que je propose... On a les capacités de choisir aujourd'hui quand on accueille l'équivalent d'une ville comme Toulouse? Justement, aujourd'hui on ne choisit pas. Et moi je propose qu'on change notre système là aussi. On ne peut plus être dans des débats de paramètres. Par quoi passe ce changement, Gabriel Attal? Par des priorités. Ce que je propose, c'est la préférence travail. C'est dire qu'on a besoin d'une immigration, notamment pour des raisons économiques et des raisons de travail, mais qu'il faut qu'on le choisisse et qu'on détermine quelle part on peut accueillir dans notre pays. Donc ce que je propose très concrètement, c'est que tous les 5 ans, les partenaires sociaux, les acteurs économiques en débattent, nous disent de combien d'immigration notre économie a besoin, et qu'ensuite on ait un débat au Parlement sur des quotas qui soient votés par le Parlement. Pour le faire appliquer... Répondez, pardon, à ceux qui disent oui, les patrons, certains patrons, attention, ne d'essentialisons pas, ont besoin d'une main-d'œuvre pas chère. C'est une sorte de lumpen prolétariat économique. Aujourd'hui, on va faire travailler, les immigrés à pas cher et on va abaisser les salaires. D'abord, moi, je ne crois pas à ça. Par ailleurs, vous avez besoin d'une immigration et vous avez des personnes immigrées qui travaillent dans notre économie, pas uniquement sur les métiers les moins qualifiés ou les moins rémunérés. Je veux dire, heureusement, vous avez des médecins qui viennent de l'étranger, vous avez des personnes dans nos hôpitaux, dans le système de santé. Oui. Donc, mais ces personnes de plus en plus se détournent de la France. Donc parlons quand même du plus grand. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. En tout cas, je pense qu'on doit pouvoir en accueillir, mais bien sûr. Donc il faut le définir. Comment on le met en place? C'est ça ensuite. Oui. Ce que je propose, là aussi c'est dans notre programme immigration qu'on a présenté en mai dernier, c'est d'importer le système à points qui fonctionne aujourd'hui au Canada. C'est-à-dire, vous avez un certain nombre de critères pour pouvoir venir dans notre pays en matière de contrat de travail, en matière de maîtrise de notre langue, en matière de respect de nos valeurs. Et si vous remplissez un certain nombre de critères, si vous avez un certain nombre de points, vous pouvez venir en France. Donc ça, c'est pour comment est-ce qu'on choisit. Et oui, moi, je veux favoriser l'immigration de travail au détriment, entre guillemets, ou davantage que l'immigration de regroupement familial. Et sur l'expulsion, quelle est votre solution? Sur les expulsions, on propose d'augmenter le délai de séjour dans les centres de rétention administrative, notamment pour les étrangers qui ont été condamnés. Une proposition que Bruno Retailleau. Il y a un texte qui a été déposé. Il y a un texte de loi qui vient d'être déposé par un député de mon groupe, Charles Rodwell, député des Yvelines, qui est membre du groupe Renaissance, qui a déposé une proposition de loi qui sera, je l'espère, débattue au mois de janvier pour passer à 210 jours de rétention. Et ensuite, le sujet, évidemment, c'est celui de la capacité à reconduire dans leur pays d'origine des personnes qui n'ont pas vocation à rester en France. Là, je pense qu'il faut que nos règles pour les étrangers qui sont condamnés pour quelque délit que ce soit soient renforcées. Je pense qu'il faut qu'il y ait automatiquement une interdiction de territoire français qui soit prononcée de manière automatique quand il y a un délit, quand il y a un étranger qui est condamné pour un délit. Et ensuite, la prononcer, c'est bien, l'appliquer, c'est mieux. Exactement. Et donc ensuite, vous n'avez pas de baguette magique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les OQTF qui sont délivrés. Comment est-ce qu'on fait les laissez-passer et notamment avec certains pays pour lesquels on a eu, vous l'avez vu, un certain nombre de difficultés ces dernières années. Je pense notamment à l'Algérie. Là, il y a beaucoup de choses qui ont été essayées, il faut le dire, ces dernières années. On se souvient qu'il y a des mesures qui avaient été prises sur les visas. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça n'a pas changé. Parce que les mesures que vous avez prises, pardonnez-moi, elles étaient aveugles. Et donc, elles ont visé tout le monde. Et donc, au final, il n'y a eu aucune répercussion. En tout cas, à l'époque, vous vous en souvenez, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pris des mesures sur les visas. On se souvient à l'époque des réactions. S'il y a eu des réactions assez fortes, c'est bien qu'il y avait des mesures fortes. Il n'y a pas eu d'effet. Ensuite, vous avez un certain nombre de propositions qui viennent. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il faut assumer de tout remettre à plat avec l'Algérie. Quand je me suis exprimé en début d'année pour mettre fin aux accords avec l'Algérie, c'est pas simplement dire on met fin à des accords et ensuite on arrête d'en discuter. C'est reconstruire une relation avec des règles qui sont respectées par tout le monde. Je pense qu'ensuite il y a des leviers, Sonia Mabrouk, dont on ne parle pas forcément. Il y a l'aide publique au développement qui est souvent avancée, il y a les transferts financiers aussi vers le pays d'origine. On les arrête ? Comment ? On les arrête ? Je pense que ça doit être mis dans la balance, dans la discussion, bien sûr, mais évidemment. Et enfin, je le dis, il faut aussi qu'on ait des alliés européens autour de nous pour ça. Votre groupe, quand il s'est agi de discuter des accords de 68 et quand l'Assemblée, sur proposition ou impulsion du RN, a dit qu'il fallait les suspendre ou les dénoncer. Mais je viens de vous dire, qu'est-ce que proposait cette résolution qui était proposée par le Rassemblement national ? Je vais vous le dire. On s'est opposé à cette résolution. Mais pourquoi ? Parce que dans la résolution, et Charles Rodwell, député de mon groupe, très engagé sur ces questions, qui a fait un rapport sur notre relation avec l'Algérie, qui a été salué, lui-même portait notre position pour dire qu'on s'opposait à cette résolution. Pourquoi ? Parce qu'elle proposait simplement de mettre fin aux accords qu'on avait avec l'Algérie, sans rien dire de ce qu'on faisait ensuite. Donc on revenait aux accords d'Évian, et donc on risquait de se retrouver avec davantage d'immigration encore qu'on en avait avant.
Donc l'enjeu, c'est pas juste de dire on dénonce les accords. L'enjeu, c'est quelle relation on bâtit ensuite avec l'Algérie pour se faire respecter. Et ce n'était pas du tout ce que prévoyait cette résolution. Donc très à l'aise et très en ligne avec la position qu'on a défendue. 21h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, La France en face, avec Gabriel Attal, notre invité. La question du port du voile pour les jeunes femmes a à nouveau fait irruption dans le débat public, Gabriel Attal. On a un sondage CSA, CNews, Europe 1 et le JDD. 69% des Français sont pour l'interdiction du port du voile islamique dans l'espace public. On a une question de Serge, il va vous la poser et on aborde ce sujet. Je demanderai à M. Attal s'il veut bien supprimer le voile sur tous les sols français. Alors, votre réponse? Alors moi, je ne suis pas pour l'interdiction générale du voile en France. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. En revanche, je considère qu'il y a un enjeu de protection des mineurs pour un phénomène dont on voit qui se développe, qui est le voilement de fillettes. Vous avez été choqué à l'Assemblée nationale? Évidemment, mais vous savez qu'avant même qu'on voit cette scène à l'Assemblée nationale, des petites déjà filles, je dis pour nos auditeurs. Bien sûr, j'avais déjà pris position. On avait commandé un rapport sur les frères musulmans en France. Ce rapport a été remis. Ce rapport, il documente qu'il y a, je cite, une offensive coordonnée wahhabo-salafiste pour imposer le voilement de fillettes de parfois 5 ou 6 ans sur le territoire national. On avait commandé ce rapport a été remis et j'ai dit que sur la base de ce rapport, oui, il fallait prendre des mesures, mais des mesures de protection de l'enfance. Une femme qui décide de se voiler, si ça ne lui est pas imposé, c'est son choix. Une fillette qui a 6 ou 7 ans, personne ne peut affirmer que c'est son choix de se voiler. Et donc, quelque part, on la force à intérioriser dès son plus jeune âge le fait qu'elle est soumise à l'homme. Et ça, on ne peut pas l'accepter dans la République française. C'est insupportable. Donc oui, j'ai fait cette proposition il y a maintenant plus de 6 mois de prendre une mesure pour interdire le voilement des fillettes. Il faut se souvenir à l'époque quand même des réactions qu'il y a eu. Je m'en suis pris plein la figure de toutes parts. Et notamment des LR. J'avais entendu Bruno Retailleau, Gérard Larcher et autres s'opposer à ma proposition. Et aujourd'hui, je vois les mêmes, parce qu'il y a eu un rapport sénatorial, défendre cette proposition, alors même qu'il y a 6 mois, quand j'ai fait moi cette proposition, ils sont opposés parce que c'est de vous qui avez une forme de en même temps. Mais enfin, vous ne suspectez pas Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez d'être contre le Sonia Mabrouk, je suis désolé. Je suis désolé, sur ce sujet-là, je n'ai pas de en même temps. Quand j'étais nommé ministre de l'Éducation nationale, ça faisait des années que se développait en France le phénomène du port de l'abaya et du camis dans nos établissements scolaires, ce qui détournait totalement la loi de 2004 sur la laïcité à l'école. Tout le monde disait que c'était impossible de le régler, que c'était impossible de prendre une décision et de la faire imposer. Je l'ai fait. Et je l'ai fait à l'époque aussi avec beaucoup de gens contre moi, qui m'expliquaient que c'était pas possible, qu'on n'arriverait pas à le mettre en place. Résultat, j'ai édicté cette règle, je l'ai fait appliquer. Il n'y a plus de port de l'abaya ou du camis dans nos établissements scolaires. Donc au contraire, sur ce sujet-là, qui est la question des principes de la République, de la laïcité, j'affirme une cohérence absolue et je récuse tout en même temps sur cette question. Allons plus loin, c'est intéressant. Protection de l'enfance, tout le monde l'entend. Vous estimez que c'est un signe, de rupture d'égalité entre la femme et l'homme, le voile? Oui, il y a dans ce cas-là, pourquoi? Il y a un message politique quelque part. Donc ce message, quand ce sont des accompagnatrices, il est aussi politique. Scolaire. Alors, c'est un sujet, les accompagnatrices scolaires, qui fait débat depuis très longtemps. C'est-à-dire, vous comprenez ma question, soit c'est un signe de rupture et il l'est pour les accompagnatrices et il l'est dans l'espace public, soit il ne l'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, je comprends qu'il n'y ait pas d'interdiction dans l'espace public. C'est un sujet qui m'a beaucoup fait réfléchir, dont on parle depuis longtemps. Et ce qui a achevé de me convaincre à l'époque qu'il ne fallait pas l'interdire pour les accompagnatrices scolaires, c'est une tribune qui a été publiée. Le titre, c'était « Contre l'interdiction du port du voile pour les accompagnatrices scolaires ». Est-ce que vous savez qui avait signé cette tribune? C'est Caroline Fourest, dont on ne peut pas dire qu'elle ait la moindre hésitation sur la question de la laïcité et de la lutte contre l'islamisme. Parce que la réalité, c'est que vous n'êtes pas dans un cadre scolaire, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction du voile dans l'espace public. Donc sur ce sujet-là, je suis plutôt de l'avis de Caroline Fourest. Et d'une manière générale, encore une fois, on peut voir un signe ou un message politique derrière. Si une femme décide de le porter, vous n'allez pas sonder les cœurs. Hein. C'est son choix. Et les reins. Mais c'est son choix de le faire. Voilà. Maintenant, je suis désolé, personne ne peut affirmer décemment qu'une fillette de 6 ou 7 ans, comme on l'a vu à l'Assemblée nationale, et j'ai envie de dire... Et pourtant, la France insoumise vous accuse d'islamophobie. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Ils m'ont toujours accusé concernant des fillettes, quand même, voilées, là, on touche à vous savez, moi, au sein de l'enfance. Au moment où j'ai fait le choix d'interdire le port de l'abaya dans les établissements scolaires, ça a été d'une violence extrême, notamment de la France insoumise, qui m'a traité de tous les noms, qui m'a attaqué, qui m'a injurié. Et j'ai tenu bon sur ce sujet. Parce que je suis attaché à la République
Et que je considère que la République, elle est affaiblie à chaque fois qu'on laisse des brèches ouvertes à ceux qui veulent la détruire. La République ou la France, monsieur Attal? Les deux. Les mœurs françaises. Les deux. Il peut y avoir une différence. Bah ouais, en l'occurrence, sur ce sujet-là, je n'en vois pas. Voilà, ça n'est pas nos mœurs et ça n'est pas les règles de la République, parce que je suis attaché à la laïcité, dont je rappelle qu'on fêtera les 120 ans d'une loi absolument fondamentale dans quelques jours, au début du mois de décembre. Gabriel Attal, vous avez évidemment vu ce sondage IFOP sur l'intensification du fait islamique chez les jeunes musulmans. 57% d'entre eux, des moins de 25 ans, considèrent que les lois religieuses sont supérieures à celles de la République. Une jeune femme sur deux affirme se voiler de façon volontaire. Comment vous expliquez ce retour de la religion dans les jeunes générations? C'est un constat qui est fait par ce sondage, mais en réalité, vous vous déplacez sur vous le voyez. Le terrain, vous échangez avec un certain nombre d'acteurs, de l'éducation nationale, de l'éducation populaire, des élus locaux, des associations. Vous n'avez pas besoin d'un sondage ou d'une étude pour voir le constat et ce qu'il est aujourd'hui. Et la réalité aujourd'hui, c'est que notre jeunesse fait l'objet d'ingérence et d'instrumentalisation de toutes parts. C'est vrai quand vous avez des associations, des mouvements qui forcent des fillettes à se voiler. C'est vrai quand vous avez aussi certains qui, via les réseaux sociaux, essayent de relativiser les règles de la République, de casser ce qu'est la laïcité, d'expliquer à des jeunes que la laïcité, c'est pas une liberté, mais c'est au contraire une attaque, ce qui est terrible, parce que la laïcité, c'est une loi de liberté, il faut le défendre comme ça. C'est le droit de croire ou de ne pas croire. Évidemment que vous ne vous battez pas à armes égales. Donc quand je propose une bulle de protection autour de notre jeunesse, quand je propose de réguler les réseaux sociaux, d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, de mettre en place un couvre-feu numérique. Pardonnez-moi. Là, sur le fait islamique, votre bulle, elle a été percée depuis longtemps. Là, quand on voit les choses, il y a une partie, quand même, une fascination pour les thèses djihadistes. Là, c'est pas une bulle, bien sûr. C'est un coffre-fort, monsieur Attal. Ouais, vous l'appelez comme vous voulez. Mais je veux dire, ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis en place. Mais c'est pour ça que je propose d'en changer. Aujourd'hui, le fait est... Dans les esprits, c'est-à-dire qu'il va falloir mener une bataille culturelle. Mais regardez ce qu'a dit, ou ce qu'a écrit Hugo Micheron, qui est un des chercheurs sur les questions d'islamisme, de djihadisme, puisque vous évoquiez ce sujet, qui a fait ses preuves et qui a réalisé des travaux extrêmement importants. Il a montré que sur un certain nombre de réseaux sociaux aujourd'hui, en scrollant, comme on dit, au bout de 3 ou 4 vidéos, on tombe sur un contenu de radicalisation. Personne ne peut accepter que ces contenus-là soient exposés à une jeunesse qui est par définition en construction. Et donc oui, j'assume de dire... J'ai fait une tribune en avril dernier avec Marcel Ruffo. J'ai confié une mission à une députée de mon groupe, Laure Miller, qui a remis un rapport. Et on vient de déposer une proposition de loi qu'on souhaite faire discuter dans les prochaines semaines. Vous voyez, j'agis pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, pour qu'il y ait un couvre-feu sur les réseaux sociaux pour les 16-17 ans, c'est-à-dire qu'entre 22h et 8h du matin, les réseaux sociaux ne sont pas accessibles, et d'autres mesures sur ce sujet-là. Aucun pays ne l'a fait, Oh, il y a des pays qui commencent à prendre des mesures. L'Australie a pris un certain nombre de mesures. C'est possible. Et c'est aussi possible parce qu'au niveau européen, il y a un travail qui a été fait avec les plateformes qui nous donne la possibilité technique et juridique de le faire aujourd'hui. Donc on ne va pas attendre des élections en 2027, etc. Nous, en tout cas, comme je l'ai fait sur la délinquance des mineurs, on proposera des mesures dans les semaines qui viennent. On les a déjà déposées pour agir sur ce sujet. Gabriel Attal, on avance, on parle d'éducation nationale. On va peut-être écouter Théo tout de suite, qui est enseignant. Il a une question à vous poser. Comment vous pouvez agir auprès des enseignants sur la sécurité dans les établissements et les relations avec les parents? Il y a deux choses. Sécurité dans les établissements et les parents, les relations avec les parents. Et vous me permettrez de dire que les deux choses sont liées? Évidemment. Parce que qu'est-ce qu'ils vous disent les profs aujourd'hui? Ils vous disent que quand un élève ou des élèves ne respectent pas leur autorité, voire les agressent verbalement ou physiquement, qu'il y a des sanctions qui sont décidées, très vite, ils se retrouvent confrontés à des parents qui viennent parfois les intimider. Donc les parents voire les frapper. Bien sûr, donc les parents ont une responsabilité énorme en la matière et dans le respect de l'enseignant. Moi, vous savez, quand je suis arrivé à l'éducation nationale, à l'époque, j'ai dit que j'avais 3 priorités. La première, l'exigence pour les savoirs fondamentaux. La deuxième, le rétablissement de l'autorité à l'école. Et la troisième, le bien-être des élèves. Et les 3 sujets sont liés. Et sur l'autorité à l'école, vous savez, ça passe d'abord par quelque chose de culturel. On avait laissé s'installer l'idée dans l'éducation nationale, et là aussi ça date de plusieurs décennies, avec une espèce d'idéologie que la relation entre un enseignant et ses élèves était une relation d'égal à égal. Ce n'est pas une relation d'égal à égal, une relation entre un enseignant et ses élèves. Il y a celui qui sait et il y a celui qui apprend. Et celui qui sait a autorité sur celui qui apprend parce qu'il a l'autorité du savoir. Mais vous savez, c'est important de le dire.
C'est des mots là, mais objectivement, ce discours-là, il est essentiel si on veut que ça se traduise concrètement Mais dans ensuite une classe devant 30 sur le gamins, terrain. vous faites comment? Qu'est-ce qu'on fait? Renforcement des sanctions. Parce que qu'est-ce qu'ils vous disent les profs, notamment les professeurs des écoles? Ils vous disent, on voit désormais en classe de CM1 ou CM2 des comportements qu'on voyait auparavant au collège ou même à la fin du collège, en termes de non-respect de l'autorité de l'enseignant, d'agressivité vis-à-vis des autres élèves, etc. Je propose, là aussi c'est dans le programme qu'on a présenté, la création d'un conseil de discipline à l'école primaire. Ça n'existe pas aujourd'hui pour solenniser la sanction. Conseil de discipline à l'école primaire. Oui, mais montrer qu'il se passe quelque chose. Et après, vous l'envoyez dans une autre école primaire? Pardonnez-moi, mais... J'ai pris un décret qui permet effectivement d'expulser un élève, d'exclure un élève. Mais vous savez, la sanction, elle a un caractère éducatif quand vous solennisez les choses. Deuxièmement, je propose qu'il y ait une échelle des sanctions nationales. Parce qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, les enseignants, les CPE, les chefs d'établissement? Ça nous arrive de vouloir mettre une sanction à un élève, mais très vite on a l'élève, les parents qui nous rétorquent non, il ne faut pas mettre cette sanction, c'est trop dur, etc. Et on a besoin que l'institution soit derrière nous pour nous soutenir. Si l'enseignant demain, le CPE, le chef d'établissement, il peut dire, vous savez, c'est pas moi qui applique la sanction, c'est l'institution. Il y a une échelle nationale, vous avez fait ça, vous avez telle sanction. Et moi, je suis la voix de cette institution. Il se sent renforcé. Mais de la même manière qu'avant que je prenne la décision générale d'interdiction de l'abaya, vous aviez beaucoup d'équipes sur le terrain qui disaient on est démunis parce qu'il n'y a pas de règles claires. Donc forcément, c'est à notre libre appréciation. Je veux faire pareil sur les sanctions. Et enfin, vous mettre à votre crédit sur ce point-là. Et enfin, Sonia Mabrouk, il y a évidemment l'éducation. Un gamin qui part totalement dans le décor, qui ne respecte pas l'autorité de son enseignant, c'est bien qu'il y a un problème. C'est intéressant. Vous avez parlé de sanctions d'autorité. Tout à l'heure, on a parlé quand même de progression du fait islamique. Donc, quand on met les valeurs d'une religion, de la religion, devant les valeurs de la République, pour reprendre ce que vous dites, c'est bien qu'on ne croit plus à un projet national. Est-ce qu'il faut apprendre tout simplement? Est-ce qu'il faut, faire aimer la France à l'école? Est-ce que vous le diriez ainsi? L'école, je dirais que l'école, elle est là pour former des républicains et former des citoyens. C'est le rôle de l'école. Pas des Français amoureux de leur pays? Si, bien sûr. Des citoyens. Je vous pose la question, c'est intéressant d'avoir votre former des républicains, former des citoyens. Je crois que c'est ça la mission de l'école, la Troisième République. C'est le fondement de notre... Les hussards, mais oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça l'école. Nous en sommes loin, malheureusement. Mais oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y revenir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir pour retrouver cet esprit-là. Un enseignant, il est évidemment là pour enseigner sa discipline, celle pour laquelle il a été formé. Ça peut être les mathématiques, le français, l'histoire-géographie. Mais il est aussi là pour transmettre les valeurs de la République, pour former des citoyens. Et quand je parle de l'exigence des savoirs fondamentaux, c'est parce que c'est ce qui permet de former des citoyens libres et éclairés. C'est ça la France. Quand vous apprenez à lire, vous apprenez à penser. Quand vous apprenez à écrire, vous apprenez à structurer votre pensée. Quand vous apprenez à compter, vous apprenez la rigueur. Et quand vous apprenez à respecter autrui, ce qui est aussi le rôle de l'école, vous apprenez à vivre en société. Je ne veux pas être caricatural. Est-ce qu'il faut aussi apprendre quand même la vie affective depuis le 1er septembre? C'est intéressant d'avoir votre avis. L'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle est devenue une matière à part entière pour les élèves de la maternelle au lycée. Est-ce que vous y êtes favorable? D'ailleurs, je ne vous ai pas... Alors, il y a beaucoup de choses fausses qui ont été dites sur ce sujet. D'abord, ça a toujours été un enseignement obligatoire. La réalité, c'est qu'il n'y a que 20% des établissements qui le faisaient. Oui, mais donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Deux, il n'est pas question d'apprendre la vie sexuelle en maternelle. Enfin, c'est évidemment que ça n'est pas le sujet. Maintenant, c'est quoi la situation aujourd'hui? Vous avez, il y a des études très intéressantes et édifiantes qui ont été faites, vous avez une part très importante des jeunes hommes qui considèrent, je crois que c'est plus d'un tiers, qu'une femme peut aimer être forcée à une relation sexuelle. Les ravages du porno. Et vous parlez des jeunes hommes. Là, je vous parle quand même d'un enseignement qui démarre à la maternelle. Non, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas d'enseignement sexuel à la maternelle. Mais bien sûr que non, Sonia Mabrouk. Moi-même, j'ai eu, quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, à regarder ce que c'était que ce sujet-là et ces programmes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dites. Et ensuite, donc vous avez ce sondage-là. Et vous avez ensuite des études qui montrent que vous avez, je crois que c'est près de 45% des jeunes garçons qui disent qu'ils s'informent sur la sexualité via le porno. Ceci explique cela. Donc oui, je considère qu'il y a un âge pour tout. Et que non, quand on est un gamin, un petit garçon, une petite fille, il n'est pas question d'apprendre la vie sexuelle. C'est une évidence. Moi, je me suis battu pour quoi quand j'étais ministre de l'Éducation nationale et ensuite Premier ministre? Je me suis battu pour qu'il y ait à l'école primaire des temps d'apprentissage de l'autre, de la gestion de ses émotions, de la différence, ce qui est aussi un enjeu de lutte contre le harcèlement à l'école. Tous les pays qui ont réussi sur le harcèlement à l'école ont prévu à l'école primaire des temps d'apprentissage sur ces sujets-là.
Et c'est aujourd'hui quelque chose qui se développe dans notre école primaire parce que j'en ai été à l'initiative. 21h45 en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk et notre invité Gabriel Attal. Parlons des impôts, parlons du budget, de la vie quotidienne des Français. On va écouter deux questions, l'une de Herminia et de Janine. Elles vous parlent de leur vie et de leur difficulté du pouvoir d'achat. Pour le pouvoir d'achat, est-ce que vous allez pouvoir envisager de faire quelque chose? Comment on fait pour vivre? La vie est tellement chère là. Tout a doublé et en fait on travaille et on paye les factures, quoi. On n'a pas d'argent de côté, voilà. La vie est très chère. Voilà, on s'en sort pas. Des gens qui travaillent, hein, on parle bien de problèmes sur les salaires. D'abord en se battant contre les augmentations d'impôts. Et je peux vous dire, pour avoir passé ces dernières semaines dans l'hémicycle avec mes députés Ensemble pour la République, Renaissance, à me battre contre les augmentations d'impôts qui étaient proposées par la France Insoumise et le Rassemblement National. Vous n'avez proposé c'est un combat de tous les jours. Non. Aucune augmentation d'impôts? Aucune. Mon groupe ne propose pas d'augmentation d'impôts. Bien sûr que non. Au contraire. Sur les grandes entreprises? Mais on a voté contre la surtaxe d'impôt sur les sociétés qui était proposée par le gouvernement. Elle a été adoptée parce que la France Insoumise, le Rassemblement National, quand ils votent ensemble, ça fait une majorité dans l'hémicycle. On s'est battu contre l'augmentation d'impôt sur le revenu qui était prévue. On a fait adopter un amendement pour indexer le barème de l'impôt sur le revenu à l'inflation. Non, je le dis parce que il est de bon ton en ce moment de critiquer les députés. Et moi, je le dis pour ce qui est des députés de mon groupe Ensemble pour la République et Renaissance. Je peux vous dire qu'ils ont été là matin, midi et soir. Et que malheureusement... Vous avez un bilan. C'est quand même assez cocasse que vous veniez nous dire ce soir que vous n'avez pas augmenté les impôts. Allez-y, dites-moi. Depuis quand vous êtes au pouvoir avec Emmanuel Macron? Dites-moi quels impôts ont été augmentés. La pression fiscale n'a pas été augmentée. Mais dites-moi quels impôts ont été augmentés sur les Français depuis 2017. Attendez, vous maintenez ce soir qu'il n'y a eu aucune augmentation d'impôts. Mais je vous demande de me citer. Vous n'avez pas de bilan. Je vous demande de me citer une augmentation d'impôts. Sur le travail, par exemple, la hausse de la CSG, ça ne va pas impacter les Français? Il n'y a pas de hausse sur la CSG sur le travail. Vous n'avez pas voté cela? Non, je n'ai pas voté. Il y a une mesure qui a été proposée de hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine, qui ne sont pas les revenus du travail. Je ne l'ai pas voté. Votre groupe ne l'a pas voté? Non. Et je veux dire, vous avez, si vous regardez ces dernières années, vous me demandez moi mon bilan, j'étais à Bercy quand on a fait la suppression de la redevance télé, qui était payée par la moitié des Français pour financer l'audiovisuel public. J'étais à Bercy moi-même, c'est moi-même qui ai fait voter cette suppression de la redevance télé. Il y a eu des mesures de suppression de la taxe d'habitation qui avaient été prises par ailleurs, etc. Moi, je me bats contre les augmentations d'impôts. Et je le dis, contre toutes les augmentations d'impôts. Parce que c'est très facile, les partis politiques qui viennent sur vos plateaux, qui vous disent, je pense au Rassemblement National, nous on se bat pour la France qui travaille, on soutient la France qui travaille, on ne veut pas d'impôts sur la France qui travaille. Mais derrière, ils sont dans l'hémicycle, ils votent des mesures d'augmentation d'impôts qui touchent les entreprises. Mais pardon, il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin et en général c'est les Français. Il parle de lutte contre l'optimisation fiscale. C'est sûr que quand vous faites l'évasion fiscale. Pardon, mais quand vous faites 36 milliards d'euros d'impôts sur les entreprises supplémentaires comme l'ont voté le Rassemblement National et la France Insoumise, heureusement ça ira pas au bout, j'espère. Mais quand vous faites ça, pardon, c'est pas juste l'optimisation des très grands groupes, c'est toute l'économie. Ils ont voté une mesure pour mettre fin au dispositif dit Madelin, qui permet de financer les PME, Sonia Mabrouk. C'est l'essentiel des emplois dans notre pays. Et la taxe foncière? Je vous le dis. Foncière, vous n'avez pas envisagé de l'augmenter? Je me suis opposé. Pour un certain nombre de foyers? Le gouvernement a annoncé il y a un peu plus d'une semaine qu'il voulait une augmentation de la taxe foncière par une nouvelle évaluation de ce qu'ils appellent des biens de confort, c'est-à-dire avoir une douche et des toilettes à la maison ou baignoire. J'étais le premier à dire que je m'y opposais. Quand bien même ça vient du gouvernement. Et je me réjouis qu'il y ait un premier report, une suspension, je ne sais pas, on verra, qui a été annoncé aujourd'hui. Non, moi là-dessus je suis cohérent, mais je dis attention à ce que certains racontent sur les plateaux. Ce budget dans l'hémicycle, c'est un détecteur de mensonges. Quand vous avez le Rassemblement National sur les plateaux qui dit on n'aime pas les impôts, regardez les votes, ça a été dit sur un certain nombre d'antennes. Le 49.3, c'est une bonne chose finalement. Ça permet pour une le coup, dans le chaos. Parmi les mérites, il y a effectivement ce détecteur de mensonges, on voit les positions des uns et des autres. Moi, je n'ai pas de différence entre les positions que je tiens sur les plateaux de télévision et les votes dans l'hémicycle. Et quand le Rassemblement National, autre exemple, vous vous interrogez très souvent des petits commerçants qui vous disent c'est terrible, on est totalement menacé par la déferlante de produits chinois qui arrivent via Chine, etc., et qui se déversent sur le marché français. Et donc, on crève, nous les petits commerçants, dans le textile et autres, parce qu'on n'a plus de clients. Il y a une mesure qui est proposée par le gouvernement, c'est peut-être d'ailleurs la seule taxe qu'on aurait soutenue, qui permet de taxer Chine et ces plateformes-là. Pardon, mais vous avez vu le vote du Rassemblement National ? Ils ont voté contre. Monsieur Attal, puisque c'est alors qu'ils disent qu'ils défendent les commerçants. On va dire votre cohérence. Je vous donne ma cohérence et je vous dis,
que moi au moins je le dis sur les plateaux ce la que je défends. réforme des retraites, la suspension, on sait évidemment ce que vous pensez, c'est-à-dire que pour maintenir le gouvernement, eh bien, vous avez mis de côté vos convictions. Non, moi ma conviction, vous savez, c'est que ce débat de paramètres sur savoir s'il faut que l'âge légal de départ reste à 62 ans et 9 mois ou qu'il passe immédiatement à 63 ans et 2 mois, en fait je pense qu'il est totalement dépassé. Parce que la réalité, Pourquoi vous ne l'avez pas dit à l'époque? Elisabeth Borne l'a fait passer à coup de 40 ans. Le constat sur un système des retraites qui prend l'eau, qui ne tient plus dans la situation actuelle, pour le coup, je l'ai porté depuis longtemps. J'ai soutenu la réforme d'Elisabeth Borne, je ne le regrette pas parce que c'est une réforme qui est responsable. Elle permet... Mais donc on la suspend. Comment ? On la suspend et c'est responsable. Le Premier ministre a décidé de la suspendre pour permettre au pays éventuellement d'avoir un budget. Mais combien nous coûte la stabilité, soi-disant, de l'exécutif? On nous a dit que l'instabilité va coûter très cher, mais on se rend compte que la stabilité avec la suspension de la réforme des retraites nous coûte... Cette question, Sonia Mabrouk, elle se posera, il y aura un moment de vérité au moment de l'adoption ou non du budget dans les prochaines semaines. Et moi, je l'ai dit. Je suis convaincu de son... Moi, je vous dis ici... Il y aura un consensus. Moi, je vous dis ici, la stabilité politique ne peut pas se faire au prix de l'instabilité économique. Pour le dire autrement, pour maintenir une stabilité politique, avec les députés de mon groupe, on n'acceptera pas qu'il y ait un budget qui crée du chômage de masse parce qu'il matraque d'impôts et parce qu'il est irresponsable du point de vue des finances publiques. Donc ça, dans quelques semaines, il y aura le moment de vérité. Là, vous avez eu une première lecture, vous avez eu une discussion. Mais pardon, sur les retraites, je le dis, sur les retraites, oui. Je propose un changement de système. Je veux un système universel. Aujourd'hui, il y a 40 régimes. Moi, je veux que ce soit les mêmes règles. Que vous soyez fonctionnaire, indépendant ou salarié, 1 euro cotisé donne les mêmes droits. Système universel. Je propose qu'il soit libre. Et donc, je propose de mettre fin à l'âge légal de départ. On prend que la durée de cotisation. Vous partez très tôt, vous avez très peu. Vous partez plus tard, vous avez plus. Pardon, je pense que c'est beaucoup plus compréhensible pour les gens, beaucoup plus juste pour les gens. Et 3, je propose qu'il soit productif. Qu'on ait un vrai pilier de capitalisation dans notre système de retraite, ce qui sera bon pour la retraite des Français, pour l'améliorer, et ce qui sera bon aussi pour financer notre économie. Qui tient le stylo, pardonnez-moi, pour le budget? Les socialistes, comme certains le disent? C'est toute l'Assemblée, quelque part. C'est vrai. Plus quand même les socialistes que d'autres. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le seul groupe de l'opposition qui a véritablement donné des signes pour montrer qu'ils étaient prêts à essayer de trouver un compromis, c'est le groupe socialiste, c'est vrai. Donc, vous avez le Rassemblement national, la France insoumise, eux ce qu'ils disent c'est de toute façon on ne veut même pas essayer de chercher un compromis, on veut faire chuter le gouvernement pour qu'il y ait une dissolution, la démission du président de la République. Les LR. Et les LR aussi, oui, mais les LR ils étaient déjà dans ce qu'on appelle le socle commun. Oui, mais enfin ils sont d'accord avec vous sur pas de hausse d'impôts, c'est leur ligne rouge aussi. Il y a des moyens de discuter. Mais bien sûr, mais on discute avec eux. Mais vous savez, les LR ils sont au gouvernement, ils sont déjà dans ce socle commun. Je parle des groupes qui sont en dehors, les LR à l'Assemblée nationale, ils sont officiellement dans la majorité. Donc, parlons un peu de votre position par rapport à Emmanuel Macron. On vous a beaucoup entendu prendre vos distances avec lui, Gabriel Attal. On vous a taxé d'ingratitude à son égard. Vous ne comprenez plus les décisions du président de la République. C'est une trahison. Moi, j'ai toujours dit les choses telles que je les pense. Voilà, j'ai toujours dit ce que je crois. Et quand je dis des choses, c'est parce que je le pense. Moi, je sais d'où je viens. Je renie absolument pas mon parcours, mon passé. Simplement, j'essaye de regarder à la fois ce qui se passe dans le pays aujourd'hui et comment on peut en sortir. C'est vrai que j'avais proposé une autre méthode que celle qui a été retenue à 3 reprises après que les gouvernements aient chuté. J'ai proposé que plutôt que nommer tout de suite un nouveau gouvernement, on en passe, comme le font tous les pays européens, par un moment de négociation avec les forces politiques pour essayer de bâtir un compromis et ensuite nommer un gouvernement. Et quand à 3 reprises, vous avez une méthode qui marche ailleurs, qui n'est pas retenue, vous pouvez assumer de dire que vous ne le comprenez pas. Voilà. Maintenant, j'ai toujours été respectueux, et ça c'est très important pour moi, de la fonction présidentielle. Où vous mettez le curseur de l'irrespect? Est-ce que l'irrespect, c'est d'avoir demandé la démission du président de la République? Alors moi, je ne demande pas la démission du président de la République. Le curseur de l'irrespect, vous le placez à ce niveau-là, comme l'a fait Édouard Philippe? Mais indépendamment de la question des personnes et de la personne du président de la République, moi je considère que c'est la question de nos institutions. Moi je considère que appeler à la démission du président de la République à cause de sondages, à cause de blocages parlementaires, c'est créer un précédent que je trouve très dangereux. Donc vous n'êtes pas Édouard Philippe? Moi, tout de suite, j'ai dit beaucoup. Tout de suite, j'ai dit que je n'appelais pas à la démission du président de la République. Je n'appellerai jamais à la démission du président de la République. Mais encore une fois, au-delà des questions de personnes, si vous acceptez l'idée qu'un président de la République, qui est au terme de notre Constitution la clé de voûte des institutions, soit quelque part chassé du pouvoir par une forme de pression, en fait, vous acceptez un régime
où tout président de la République, parce qu'il y aurait des grèves, parce qu'il y aurait des blocages, parce qu'il y aurait une impopularité, pourrait être chassé du pouvoir. Y compris si certains le considèrent comme le patient zéro du chaos. Et moi, j'ai eu l'occasion de dire que ce qui a généré la situation actuelle, c'est la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Je l'ai dit parce que je suis lucide et encore une fois, je dis ce que je pense. Est-ce que ça doit conduire à rajouter de la crise à la crise? Parce que c'est ça. Et fragiliser durablement la fonction présidentielle, je ne le crois pas, je l'assume. 67%, Gabriel Attal, des Français sont favorables à l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Mais ce que je dis, c'est peut-être pas populaire ce que je dis, mais je l'assume. Vous savez, moi je ne cherche pas à dire ce que les Français ont envie d'entendre. J'assume de dire que pour notre pays, la France, fragiliser la fonction présidentielle en essayant à imposer au président de la République une démission ne serait pas bon pour notre pays. Et c'est aussi un enjeu pour la voix de la France dans le monde en ce moment. Vous avez vu tous les bouleversements géopolitiques qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Imaginez quand même. Oui, mais une France forte aurait une voix forte également. D'abord, je pense qu'on a... vous opposer cela. Un président avec un socle fort, avec une politique forte, permettrait à la France d'avoir une voix forte. La France. N'êtes-vous pas d'accord? Et je suis lucide là-dessus aussi. Elle a une voix qui porte en Europe. Elle a une voix qui porte sur un certain nombre de terrains à l'international. Non, je le dis. Encore des questions sur vous, monsieur Attal. Une question d'un téléspectateur. C'est la priorité. Vincent qui vous pose une question. Vous êtes aujourd'hui député, président de Renaissance. Je voulais savoir si vous avez l'intention de vous présenter à la candidature de la présidence de la République un de ces jours. Voilà, c'est toujours moi que ce genre de questions ne viennent pas des journalistes. Comment? Là, c'est un Français. Là, vous pouvez répondre naturellement et sincèrement. En 2027, ça fera 3 ans que j'aurai quitté mes fonctions gouvernementales, que j'aurai travaillé à un projet. Je pense que d'ici là, il y aura beaucoup de temps pour revenir sur l'élection présidentielle. Et alors, vous allez me dire que je fais de la langue de bois. Oui. Avant même que j'ai dit ce que j'allais dire, Laurence Ferrari. Mais je vous le dis quand même. Et j'entends la question de ce monsieur qui est posée à travers cet écran. Les Français, aujourd'hui, ils voient qu'on n'est pas sûr d'avoir un budget. Ils voient qu'on n'est pas sûr d'avoir un gouvernement qui tient. Je suis désolé, mais je ne crois pas qu'ils soient du tout dans le concours de qui va être candidat à l'élection présidentielle. Pourtant, tout le monde ne parle que de primaires, ne parle que d'organisations. Mais c'est leur choix. Vous savez, moi, je pense que c'est... C'est pas le vôtre, toujours? Vous n'êtes pas un converti à la primaire? Mais moi, j'exclus rien pour l'avenir, Sonia Mabrouk, mais je considère d'abord qu'il y a un temps pour tout, qu'aujourd'hui, faisons en sorte qu'il y ait un budget pour le pays. Je considère ensuite que ce débat sur la primaire, où vous entendrez quand même que tous ceux qui s'expriment sur la primaire ne parlent que de noms de personnes. C'est pertinent. Il faut savoir si, comme l'a dit M. Darmanin, c'est une primaire de Gabriel Attal jusqu'à Bruno Retailleau, comme le dit Laurent Wauquiez de Gérald Darmanin jusqu'à Sarah Knafo. Et vous mettez votre... Mais c'est une paresse, la tenaille de... mais c'est d'une paresse intellectuelle totale que d'aborder cette question comme ça. Oui. Mais parce que le sujet, d'abord, avant les personnes, c'est la question du projet, de la ligne politique. Vous pouvez juxtaposer des personnes et vous dire, eux, ils iraient bien dans la même primaire. Mais pardon, s'ils pensent des choses radicalement différentes sur des sujets importants... Un projet, ça s'incarne. Ça n'a absolument aucun sens. Ouais, mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de candidats sans projet. Moi, je veux que mon projet ait un candidat. Et donc, je travaille d'abord à un projet. Vous avez vu tout au long de cette émission que sur tous les sujets sur lesquels vous m'avez interrogé, il pourrait y avoir encore bien d'autres sujets sur lesquels vous m'interrogez. Je développe des idées, je développe un projet. Et le moment venu... se posera la question de l'incarnation et des candidatures. Rien ne vous fait accélérer ou changer d'avis, ni même ce sondage où Jordan Bardella est donné gagnant au second tour, quel que soit le candidat, et vous, à un niveau qui n'a pas dû vous satisfaire, je suppose. Vous savez, ce sondage, je crois que ça doit être un électrochoc pour tout le monde. Parce qu'on voit que, quel que soit le candidat qui est mis en face de Jordan Bardella, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est donné perdant. Donc évidemment, quand on regarde ça, mais vous savez, là aussi, indépendamment de la personne, on se dit que ça nécessite de travailler encore plus fort pour empêcher ça, parce que moi je ne le souhaite pas à mon pays, que le Rassemblement national l'emporte, préside la France et gouverne la France. Donc ça veut dire que sur tous les sujets dont on a parlé, et pas que sur ceux-là, on doit continuer à agir et proposer un vrai chemin de rupture aux Français. C'est-à-dire, Gabriel Attal, même positionnement entre LFI et RN, on se souvient de votre vote. Est-ce que vous referiez la même chose, vous retireriez vos candidats pour soutenir LFI comme vous l'avez fait aux législatives? Alors, sur ce sujet-là, vous me permettrez de prendre un peu de temps pour m'exprimer, parce que c'est un sujet... Disons que ça a provoqué plus d'un trouble. C'est un sujet important. D'abord, vous savez, on a parlé des sujets de la lutte contre l'islamisme, la défense de la République, et vous avez vous-même rappelé à quel point j'avais été systématiquement ciblé par LFI à chaque fois que j'ai eu à prendre ces positions. Personne ne peut sincèrement croire que je suis un ami d'LFI ou un allié d'LFI. Je suis un des responsables politiques qu'ils ont le plus attaqué. Et je peux vous dire, pour des raisons de conviction personnelle aussi, moi j'ai grandi avec un père qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui m'a toujours dit tu as beau ne pas être juif,
à cause de ton nom, tu subiras l'antisémitisme comme tous les juifs de France. Et il suffit d'ouvrir les réseaux sociaux pour le voir. Donc imaginez que je puisse avoir la moindre accointance avec ce parti est totalement impensable. Et pourtant. Pour ces élections législatives, je me suis présenté dans ces élections législatives à un moment où il n'y avait pas beaucoup de responsables politiques de mon camp politique qui étaient prêts à se battre. Je me suis présenté en disant qu'il y avait 2 menaces pour le pays. Une majorité tenue par la France insoumise et une majorité tenue par le Rassemblement national. Et que je me battais contre les deux. Et au premier tour, parce que par ailleurs on a désisté des candidats dans des circonscriptions où LFI risquait de gagner, on a évacué la possibilité qu'LFI puisse l'emporter au premier tour de cette élection législative. Et au second tour, il s'agissait d'empêcher que le Rassemblement national... Mais vous avez favorisé de fait le nouveau Front populaire. C'est mathématique, c'est têtu. Sonia Mabrouk, il y a moins de députés LFI aujourd'hui qu'il y en avait avant la dissolution. Parce que certains comme moi se sont battus dans ces législatives où c'était beaucoup plus facile pour d'autres de ne rien dire, de ne pas se battre, qui allait sur les circonscriptions tenues par LFI pour se battre contre eux et pour les défier sur la circonscription dans le Vaucluse de Raphaël Arnaud. C'est moi qui suis allé pour faire campagne contre eux. Il y a moins de députés LFI aujourd'hui qu'il y en avait avant la dissolution. Donc vous feriez la même chose s'il y avait des... Non, ça n'est pas ce que je dis. Ça n'est pas ce que je dis, Laurence Ferrari. Je pense qu'on ne pourrait pas refaire la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez ? D'abord parce que quand cette décision a été prise, et je le redis ici, ça a été un peu le bal des faux culs. Parce que la réalité, c'est que tous les partis l'ont fait et tous les partis en ont bénéficié de ces désistements. Et ceux qui se sont exprimés en disant... Tous, pas tous. Je veux dire tous ceux qui LR, sont... entre qui visez-vous ? Tous les partis qui ne sont pas LFI et le RN ont fait des désistements réciproques. Oui. Mais en général, les responsables politiques qui ont dit qu'ils étaient contre, ils ont attendu après le deuxième tour de l'élection législative, une fois que leur candidat avait bénéficié de désistement ou que leur candidat s'était désisté, pour le dire. Moi, on peut me reprocher des choses. On peut me reprocher de prendre des positions avec lesquelles on est en désaccord, mais on ne peut pas me reprocher de me dérober ou de ne pas dire ce que je crois et ce que je décide. Moi, j'ai toujours assumé les positions que je prenais, contrairement à d'autres. Maintenant, si ça a été fait, Laurence Ferrari, c'était pour empêcher la victoire du Rassemblement national. Et oui, je vous le dis ici aussi, je m'oppose et je ferai tout pour éviter que LFI puisse un jour gouverner la France. Et je m'opposerai toujours, et même si ça peut déplaire à certains, à ce que le Rassemblement national puisse gouverner la France, parce que je ne le veux pas pour mon pays, parce que je pense que ce serait terrible pour mon pays. Ça vaudra pour les municipales à Paris. Vous avez fait votre choix. Rachida Dati est candidate, pourtant ce n'est pas elle que vous soutenez. Alors, on a un processus collégial dans mon parti Renaissance, et le choix qui a été fait... Elle n'a pas été tendre avec vous, hein. Vous savez, j'ai l'habitude. Elle avait menacé il y a quelque temps de tuer mon chien, et Volta est en pleine forme. Bon, c'était évidemment sur le ton de la blague qu'elle l'avait dit, mais c'est un trait d'humour. Et c'est un trait d'humour. Moi, je suis pas, vous savez, je suis pas sensible aux intimidations. Et je suis pas sensible aux attaques, etc. Moi, ce que je regarde, c'est la situation politique et ce qu'on veut pour Paris. Oui, on veut une alternance à Paris. Avec Renaissance, on veut changer les choses à Paris. Et on a réuni tous nos responsables politiques à Paris, nos responsables d'arrondissement, nos élus à Paris, et à une écrasante majorité, ils ont fait le choix de soutenir la candidature de Pierre-Yves Bournazel. Et vous pensez aux électeurs, là c'est bien de vous réunir entre vous, honnêtement. Mais vous savez, ils sont tous les jours au quotidien. Quoi que vous pensiez de Madame Dati, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo à quel niveau ? Vous pensez que, monsieur, et je veux dire avec tout le respect qu'on doit à monsieur Bournazel, vous ne pensez pas que Madame Dati a plus de notoriété, d'assises politiques, d'envergure politique ? D'abord, je ne crois pas que ce soit... Pour l'emporter, hein, si vous voulez vraiment l'alternative. D'abord, je ne crois pas que ce soit la notoriété qui fasse l'élection à Paris, contrairement à ce qu'on peut penser. Si c'était la notoriété, c'est... Jack Lang et pas Bertrand Delanoë qui aurait été élu en 2001, c'est NKM et pas Anne Hidalgo qui aurait été élu en 2014. Non, je pense que les Parisiens, vous savez, ils sont comme tous les Français. Ils veulent un maire qui s'occupe d'eux et qui se préoccupe d'eux. Pierre-Yves Bournazel, il est élu depuis des années à Paris, travaille depuis des années sur les sujets parisiens et par ailleurs, donc c'est d'abord pour des raisons de fond que les cadres de Renaissance ont fait ce choix et ensuite pour des questions de manière de faire de la politique. La politique, ça doit être du rassemblement plus que de la division, ça doit être de la bienveillance plus que des oukases ou de l'intimidation. Et on croit à ça. Voilà, vous avez l'air, ça a l'air de vous faire rire. Pas du tout. Mais si vous croyez à une alternative avec M. Bournazel, c'est ce que vous savez, une campagne, c'est fait pour ça. Tout à fait. Une campagne, c'est fait pour ça, pour rencontrer les Parisiens, se faire connaître. J'espère qu'il y aura des débats qui seront organisés. Mais vous ne regrettez pas d'avoir été candidat vous-même sur vos plateaux? Non, vous savez, moi, j'ai jamais exprimé. Une plateforme, hein. J'ai jamais exprimé de souhait de ce point de vue-là. On avance. Il nous reste encore un peu de temps. On est sur CNews et sur Europe 1. Gabriel Attal. Parlons de l'audiovisuel. Alors que les auditions ont commencé devant la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, on a un sondage, pareil, c'est à ça, CNews Europe 1 le JDD. 60% des Français estiment que le service public de télévision et de radio est partial. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, j'ai entendu, là aussi, depuis que j'ai l'âge de m'intéresser à la politique et aux informations, que les journalistes étaient de gauche, que tel journal était de droite, que telle chaîne de télévision était de gauche. Voilà, moi, je pense qu'il y a effectivement un besoin d'impartialité. Et ensuite, vous avez des institutions, avant le CSA, aujourd'hui l'ARCOM, qui est là pour le faire respecter. Voilà ce que je crois. Je ne pense pas que ce soit responsable politique. Si on a des organismes indépendants qui sont là pour le vérifier, de dire si c'est partial ou pas partial. Bon, par ailleurs, vous avez vu qu'il y a une commission d'enquête qui a été ouverte à l'Assemblée nationale. On verra ce que dit cette commission d'enquête. Non, mais on vous pose la question différemment. Quelles doivent être, selon vous, les missions d'un vrai service public de l'audiovisuel alors ? Que doit-il vraiment respecter pour être conforme aux souhaits, à la volonté, à ce qu'attendent les Français ? Je pense que c'est informer d'abord et avoir une information équilibrée. Je pense que c'est ça l'enjeu. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a aucune prise de position sur le service public. De la même manière que sur toutes les chaînes, sur la vôtre, il peut y avoir des prises de position politiques, des éditorialistes. Mais il faut que ce soit équilibré. Il faut que tous les points de vue puissent s'exprimer. Moi, je crois que c'est le cas sur toutes les chaînes. Moi, je vais partout où je suis invité. Je suis ici ce soir, je vais sur l'audiovisuel public. Quand on m'invite, je viens pour m'exprimer. Je pense que c'est ça. Et puis, évidemment, avoir des exigences que n'ont pas forcément d'autres chaînes privées, d'accès à la culture, de pluralité culturelle, d'éducation aussi pour nos enfants. Voilà, c'est ça pour moi l'audiovisuel public. On avance, on aborde le dernier chapitre qui concerne l'international. La semaine dernière, lors du congrès des maires, le général Mondon, chef d'état-major des armées, a appelé les élus à préparer la population de futurs conflits, sous-entendant évidemment une confrontation avec la Russie. Il a même prononcé cette phrase, il faut se préparer à perdre nos enfants. Ça a créé beaucoup d'émoi dans la population. Il ne s'agit pas d'un montage, pas de propos tirés de leur contexte. C'est une phrase qui a été prononcée tranquillement par le chef d'état-major des armées. Vous partagez ce constat, Gabriel Attal, et vous comprenez l'inquiétude des Français. J'ai évidemment vu, entendu, et beaucoup de Français me l'ont dit, les interrogations, les inquiétudes, le malaise autour de cette phrase. Moi, je vais vous dire comment je l'ai comprise. Nos soldats sont les enfants de la nation. Et nos soldats, aujourd'hui, ils sont exposés sur beaucoup de terrains et ils sont menacés. Et leur vie est menacée. Et on a eu ces dernières années à déplorer la mort d'enfants de la nation, de soldats, dans des opérations extérieures. Et je vais vous dire, Laurence Ferrari, à Matignon, j'ai eu l'honneur de beaucoup travailler avec le chef d'état-major des armées de l'époque, le général Burkhardt, avec le général Mandon, qui était à l'époque chef d'état-major particulier du président de la République. Ce sont des serviteurs de l'État et de nos armées d'une extraordinaire qualité. Et je le dis, dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, dans ces bouleversements géopolitiques, plutôt que de polémiquer, on devrait plutôt se réjouir d'avoir des hommes de cette trempe à la tête de nos armées. On s'est interrogé, parce qu'au-delà de la polémique, essayons aussi de répondre aux interrogations légitimes des Français. D'ailleurs, la mère d'Elias en a parlé. Quand on lui a posé la question, elle a dit « Mais oui, nos enfants meurent, mais d'abord sur le champ de bataille de la France. » Bien sûr, mais on en a parlé tout à l'heure. Moi, je vous dis, je pense qu'il faisait référence à nos soldats. Mais est-ce qu'il n'y a pas une guerre qu'on ne veut pas voir je crois avoir montré que non seulement je la voyais, mais que j'avais envie de me battre. Aux responsabilités aujourd'hui. Mais le chef d'état-major des armées, il est invité à s'exprimer au Congrès des maires sur la situation internationale. Et il s'exprime au nom de l'armée, de nos soldats, qui, oui, sont aujourd'hui menacés. Et ils sont menacés aujourd'hui sur un certain nombre de terrains où ils sont engagés. C'est une réalité. Voilà. Et donc, j'entends encore une fois, il y a des Français qui, c'est vrai, en entendant cette phrase, se sont dit « Demain, on va peut-être venir chercher mon fils pour l'envoyer au front en Ukraine, où il pourra perdre la vie face à la Russie. » Évidemment que ça n'est pas ce que le chef d'état-major des armées a dit ou a voulu dire avec cette phrase. Il faut préparer un conflit d'ici 2030, direct ou indirect avec la Russie. Excusez-moi. Pardon, après, est-ce que la Russie aujourd'hui menace nos intérêts ? La réponse est oui. Là aussi, c'est mon expérience à Matignon qui me permet de vous dire que c'est une réalité. C'est une réalité en matière de désinformation, c'est une réalité en matière de cyberattaque, c'est une réalité en matière d'atteinte à nos intérêts stratégiques en Afrique et sur un certain nombre de terrains dans le monde. Oui, il y a une menace aujourd'hui de la Russie qui nous concerne et qui nous concerne tous. Et qui concerne nos démocraties. Une menace de confrontation directe avec une puissance nucléaire. C'est de cela dont nous parlons. Notre responsabilité, la responsabilité d'un chef de l'État, d'un chef des armées, d'un chef d'état-major des armées, c'est de se préparer à toutes les situations. Et il y a quelques années, je pense que beaucoup de choses qui se produisent aujourd'hui, certains Français n'y auraient pas cru si on en avait parlé sur des plateaux de télévision. Le fait est que la guerre est revenue au cœur de l'Europe, en Ukraine, et que ça implique de se préparer évidemment à tous les scénarios. Est-ce que ça veut dire qu'il faut
terroriser les Français en leur donnant le sentiment qu'on va venir chercher leurs fils, leurs filles pour les envoyer au front? La réponse est non. On a une armée de métier qui est professionnelle. Au moment où les Américains parlent de paix, nous parlons de guerre. Non, mais, il s'exprimait sur... Au moment où Donald Trump montre son volontarisme, on peut le critiquer avec un plan de paix américain, certains disent aussi russe, nous parlons de guerre. Comment vous expliquez cette distorsion, cette dichotomie quand même, avec les Américains qui sont, si je puis dire, à la table vraiment de ce qui se passe, et nous, la France et les Européens, en train de parler de guerre sans être à la table de là où ça se décide. Je crois que depuis le début de ce conflit, la France et les Européens sont aux côtés des Ukrainiens pour les aider à se défendre face à la Russie, ce qui est quand même le meilleur moyen d'avoir une paix, Sonia Mabrouk. Parce que la paix, ça peut pas être... La paix, c'est la continuation de la guerre? Non, la paix, c'est les Ukrainiens qui sont capables de résister pour imposer une solution à leur terme. C'est ça la paix. Il ne peut pas y avoir une paix qui ne se fasse que dans les termes que souhaite la Russie et Vladimir Poutine. Ça ne s'appelle pas une paix, ça s'appelle une capitulation. Donc oui, évidemment, quand on soutient l'Ukraine, on agit pour la paix. Si demain la Russie envahit l'Ukraine, si demain l'Ukraine perd toute sa souveraineté, ça ne sera pas la paix. Ça sera un envahissement, une perte de souveraineté, et ça sera peut-être demain d'autres guerres avec d'autres pays, cette fois-ci dans l'Union européenne. C'est pas ça qu'on souhaite. Gabriel Attal, on arrive au terme de cette émission. Peut-être pour résumer et en une réponse courte, quelle est pour vous la plus grande menace pour notre pays? Les menaces, elles sont multiples. Il y a une menace que j'évoquais à l'instant, une menace géopolitique, et elle est réelle, encore une fois. Il y a des cyberattaques, dont on voit qu'elles viennent de l'étranger. Il y a des campagnes de désinformation sur le continent africain, dont on voit qu'elles sont menées par l'étranger, encore une fois, pour faire de l'ingérence et nuire à nos intérêts, à nos relations en Afrique. Donc il y a des menaces de cet ordre. Et ensuite, une menace, je le dis, de très grand déclassement du continent européen. On parle beaucoup des États-Unis en ce moment. Et de la France? On parle beaucoup de la France, et c'est normal. On parle très peu de la Chine. Et pardon, mais je fais partie d'une génération qui a grandi quelque part avec ce discours dominant et cette espèce de luxe dans lequel tout le monde était installé, consistant à dire les cerveaux sont en Europe et les bras pour produire sont en Chine. Et de plus en plus, on le voit aujourd'hui. Sur tous les sujets d'innovation, les cerveaux sont en Chine. Moi, ce que je vois comme risque aujourd'hui, existentiel quelque part aussi pour nous, indépendamment des questions de sécurité, indépendamment des questions militaires qu'on a évoquées, c'est cette question-là de l'innovation. Et c'est le risque, quelque part, si on ne fait pas ce qu'il faut, notamment au niveau européen, que la France, l'Europe deviennent au mieux... Il y a une espérance française quand même en tout cas. Je vais y venir, mais là j'ai été interrogé sur les menaces qu'on subit, mais qu'on devienne, une note positive. Qu'on devienne au mieux le club de vacances ou la maison de retraite du monde, et pour le reste une colonie chinoise ou américaine sur les sujets technologiques. C'est ça la menace aujourd'hui, sur la batterie électrique, sur l'intelligence artificielle, sur le quantique, sur tous ces sujets-là qui feront la puissance de demain, et notamment la puissance de la France. Personne ne peut dire que sur ces sujets-là, la France s'en sortira mieux en étant seule. Maintenant, pour en venir à la France, puisque vous l'évoquiez, moi je vais vous dire, comme tous les Français, j'aime passionnément mon pays. J'aime mon pays d'abord parce que je pense que c'est un très grand pays. On a la plus belle géographie, les plus beaux paysages, la plus grande culture, la plus grande profondeur historique, je crois aussi. Et tout ça nous a permis quand même de traverser beaucoup de crises, beaucoup d'épreuves et de toujours se relever. Il y a eu la monarchie absolue et puis il y a eu la Révolution. Il y a eu la terreur et puis il y a eu la République. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale et il y a eu les 30 Glorieuses. Depuis la dissolution, on vit un moment absolument terrible dans la vie politique et dans la vie tout court de notre pays. Et ce moment terrible, il arrive au pire moment, qui est celui qu'on évoquait à l'international, avec une accélération du virage technologique, des bouleversements géopolitiques, de la guerre commerciale, du dérèglement climatique. Et moi, ce que je crois profondément, c'est qu'il y a un chemin d'espoir pour la France et pour les Français, précisément parce qu'on a tous ces atouts et qu'on a cette histoire derrière nous. Et je pense que c'est possible à condition d'être lucide sur la situation. Et vous l'avez vu sur tous les sujets qu'on a évoqués, j'assume de dire qu'on ne peut pas se résoudre à des débats de paramètres. Baisser telle taxe pour augmenter telle autre, bouger telle virgule dans telle réglementation. Il faut assumer de changer de modèle et de changer de système. Et oui, on peut y arriver à condition d'être lucide. Tout a changé, alors tout doit changer. Merci beaucoup Gabriel Attal.